Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence notre rendez-vous vidéo du Rennes. Bienvenue donc dans ce rendez-vous consacré à changer d'échelle avec NatureAdapt. Nous allons aujourd'hui donc explorer ensemble une méthodologie innovante, accessible à toutes les structures gestionnaires et pour intégrer finalement ce volet d'adaptation au changement climatique dans vos pratiques de gestion. Et donc, face aux défis actuels, cette démarche propose en fait des outils concrets et des retours d'expérience vraiment précieux. Et donc, merci d'être présent pour ce temps d'inspiration et d'échange. Donc, je vais vous présenter rapidement le programme de la matinée. De temps pour. Oui, mais je veux la suite. Et il veut pas. Il ne veut pas passer. Oui. Pour ce rendez-vous vidéo, donc nous commencerons en fait tout d'abord à rentrer dans le cœur du sujet, donc avec une présentation par Christine Coudurier, donc de RNF, qui va nous présenter les fondements de la démarche NatureAdapt. Donc cette méthodologie, elle est pensée pour anticiper les impacts du changement climatique, mais surtout elle est conçue pour être modulable et appropriable par tous les gestionnaires de sites protégés, et quel que soit le type de structure. Donc après donc la présentation de cette méthodologie, on ira en fait, on aura un retour d'expérience donc de terrain et le témoignage de Cécile Lemarchand, donc conservatrice de la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluis, donc de la LPO, et qui a fait partie en fait des sites expérimentaux du Life Nature Adapt. Et enfin, nous verrons en dernier avec Noémie Nojarov de la Tour du Vala, on verra en fait comment on élargit l'échelle et on met en place en fait cette démarche au sein de la région, donc avec les réserves naturelles de la région. Et donc voilà, je vous propose en fait donc juste que vous indiquer que en fait ce rendez-vous visio c'est vraiment l'occasion pour vous de découvrir ou d'approfondir d'ailleurs vos connaissances sur NatureAdapt, sachant que en amont, au moment de l'inscription, on a environ 47% en fait des participants aujourd'hui qui ne connaissent pas en fait cette méthodologie, et donc à peu près l'autre moitié qui la connaît. Donc ça va vous permettre d'échanger entre pairs et j'espère vous inspirer et ouvrir des perspectives de déploiement en fait encore plus larges en région de cette méthodologie. Donc, je vous invite à utiliser la partie chat pour poser vos questions. Nous prévoyons un temps d'échange à la suite de ces trois interventions. Et donc, c'est Sandrine Albedel, chef du pôle des CRAC au niveau de la RBE, qui s'occupera de ce temps d'échange. Et je vous propose en fait de passer directement la parole à Christine Coudurier, qui va nous présenter cette méthodologie. J'arrête le partage et je te laisse partager. Partager à mon tour. Vous me Également. direz si le partage marche, hein? Oui. Oui, c'est bon. Alors, par contre, moi, je Pour vous ai... l'instant, non, Alors, arrêter le partage. J'ai dû commencer ça trop tôt. Partager. Vas-y. Pourquoi? On a toujours des petits soucis techniques. C'est toujours, ça pimente toujours les petites réunions. Toujours. Je vais y arriver. Promis. Je ne vois pas mon PowerPoint à l'écran quand je fais le partage, donc c'est ça Dis qui pas. m'inquiète un peu. Non, on le voit pas. Si Ouais. tu veux, je repartage et puis tu me dis. Non, c'est bon, c'est qu'en fait, elle était cachée, je crois. Ah. C'est bon pour vous, là? Oui, c'est en train, donc tu as juste à mettre en mode présentation et ça sera bon. Voilà, c'est parfait, on a C'est bon. réussi. Parfait, c'est parti. Alors, bonjour à tous et un grand merci, Gunel, pour l'invitation
à présenter Nature Adapt. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, je suis donc Christine Coudurier. Je suis chargée de mission appui climat et Nature Adapt au sein de Réserve naturelle de France. Donc, Réserve naturelle de France, qui est le réseau des réserves naturelles en France. Et parmi les missions que nous avons bien sûr l'animation du réseau et puis l'appui des gestionnaires sur un certain nombre de thématiques. Donc, évidemment, sur la thématique du climat et de la démarche Nature Adapt. Donc là, moi, je vais vous présenter, comme le disait Gunel, la démarche Nature Adapt. Mais avant, je voulais vous donner quelques chiffres clés sur le climat. Assez rapidement, c'est pas des chiffres qui sont actualisés, hein, mais voilà un petit peu là, c'est l'idée de voir où on en est par rapport au changement climatique, hein. Donc, je vous ai remis des données là qui viennent, celles-ci, sur le climat mondial du Data Lab, qui est un document qui est produit au niveau en fait, du ministère, qu'on peut trouver facilement sur le site du ministère de la Transition écologique, hein, et donc qui nous dit qu'en fait, on a depuis 2020, enfin en 2020, on avait atteint plus 1,1 degré d'augmentation des températures au niveau mondial, et vous savez certainement que ça a été dépassé depuis. Qu'aujourd'hui on est plus proche de l'accord, d'avoir dépassé l'accord de Paris enfin, qui était à 1,5 et pas tout à fait à 2, mais en tout cas on est autour de ça au niveau global. Je voulais vous dire aussi que ça représente en fait, hein, il n'y a pas que la question de l'augmentation des températures, mais pour un indicateur comme l'élévation du niveau moyen des mers, hein, on est à plus 9 cm sur la période 93-2019 par rapport aux références, l'année de référence. Et en France hexagonale, ça se traduit par une augmentation qui est chiffrée actuellement à plus 1,5 degré, ce qui n'est pas tout à fait, en fait, ce qui évolue assez rapidement, hein, puisque lors d'un échange qu'on a eu, nous, avec un climatologue à Dijon, il nous disait, en fait, il faut plutôt considérer que par rapport à la vraie période pré-industrielle, on est déjà plutôt à plus 2,6 en France. Ça, c'est pour voilà, donner un peu une idée de ce que ça représente. Je voulais faire un petit point sur chez vous. Qu'est-ce que ça donne du côté des températures? Là encore, je vous présente des données qui sont tirées. Alors, c'est d'un site de Météo France, hein, qu'on appelle un service climatique qui s'appelle Climat HD, qui propose des synthèses clés en main sur le climat passé et le climat futur aussi, hein. Alors, à grosse maille, c'est-à-dire que là, on est à l'échelle de plusieurs stations sur la région sud, hein. Donc, vous voyez un peu l'évolution, hein, des températures ici, hein, alors on est depuis 1959 jusqu'à 2020 actuellement, hein, et on est en comparaison avec la normale climatique qui est 61,90. Donc, on voit qu'on a déjà une augmentation, quelles que soient les stations considérées, qui est de l'ordre de plus 2 à plus 2,5 degrés. Et vous voyez, hein, qu'à partir on va dire, de 1985, ce qu'on appelle un saut climatique, on est pratiquement systématiquement au-dessus de la normale. Qu'est-ce que ça donne dans le futur? Alors ça, c'est le futur, c'est aussi à gros traits, hein, mais voilà, l'idée, c'était surtout de vous présenter un peu toujours, hein, ce qu'on peut obtenir sur des services climatiques assez simples qui produisent de la synthèse. Pour le futur, hein, sur la région PACA ou région sud, selon différents scénarios d'évolution, hein, les RCP, et ben voilà, il faut s'attendre à une augmentation de plus 0,9, voire plus 2,3 avec un scénario médian, ou plutôt une augmentation à l'horizon 2100, hein, sur l'horizon long terme, de plus 5 degrés. On est plutôt sur la trajectoire du 8,5, hein, donc celle qui correspond à plus 5 degrés, sachant que je vous ai mis aussi une flèche pour dire qu'en fait, c'est plus 5 degrés, c'est une moyenne, mais qu'il y a des incertitudes autour de ce chiffre-là qui sont à prendre en compte, et puis que ces scénarios seront réactualisés régulièrement. Si je parle un peu des précipitations, ce qui est intéressant du côté des précipitations, c'est de dire que en fait, on n'a pas d'évolution marquée ou en tout cas significative dans les précipitations, hein, en tout cas pas statistiquement significative.
On a plutôt en termes de moyenne annuelle, enfin en tout cas la moyenne annuelle ne change pas. Ce qui semble changer plutôt, c'est la façon dont les précipitations se répartissent sur l'année et la façon aussi dont elles se répartissent, on va dire, en quantité journalière avec de fortes précipitations et puis des périodes sans précipitations. Voilà un petit peu pour l'historique du côté des précipitations. Et puis du côté de chez vous, dans le futur, hein, on est sur les différents scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure hein, par rapport à la référence. Vous voyez qu'en fait, il y a aussi une incertitude très forte sur l'évolution des précipitations, avec, selon le type hein, de scénario, de la stabilité, poursuivre sur la stabilité ou des tendances à la diminution. Mais là encore, statistiquement, sur les précipitations, on dit en général que les modèles sont, enfin, en tout cas, ne donnent pas de fiabilité. Alors, je suis désolée, je vous perds un peu. Non, c'est bon. Si, si. Mon ordi bug aussi, Lionel. Voilà, donc pour faire un petit tour rapide et pour vous dire que ça, c'est des choses qui sont tirées d'un site hein, qui vous propose vraiment des synthèses clés en main. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le climat, vous pouvez aller consulter Climat HD. Je voulais aussi vous parler rapidement de la TRAC, parce que le temps est compté, hein. La TRAC, c'est la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, qui est un document dont s'est dotée la France pour prévoir son adaptation à horizon 2100. Et ce qui est intéressant sur cette track, c'est qu'elle donne en fait un cadre commun pour l'adaptation en France, sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi on n'est pas obligé de s'appuyer dessus pour autant. Sur cette track, ce qu'elle nous donne, c'est pour des paliers de réchauffement, elle va nous donner différents types d'impacts. Hein. Donc si on est sur un réchauffement de plus 1,1 degré, ce qui semble être le cas aujourd'hui, on est un peu au-delà de ça, hein, on va voir que les températures, enfin, selon les paliers, donc plus 1,1, plus 1,5, plus 2 degrés ou plus 4 degrés, on va voir que les impacts sont assez différents, que ce soit pour la température, avec des augmentations hein, au niveau hexagonal hein, de plus 5,1 degrés attendus en 2100. Vous voyez aussi les chiffres, je décline pas tout, hein, vous voyez les chiffres sont donnés aussi pour les sécheresses, pour l'évolution des précipitations, pour l'enneigement et puis pour l'intensité des cyclones tropicaux. Donc ça, c'est vraiment à plus 4 degrés, qu'est-ce qui peut se passer? À plus de degrés, qu'est-ce qui peut se passer? Ou à 1,5, qu'est-ce qui va arriver? L'autre point qui est intéressant dans la track, c'est en fait la question des analogues en termes de température. Hein, donc ça a été donné hein, pour vous dire que à l'horizon 2100, une France à plus 4 degrés, voilà, ben, on pourrait avoir hein, de votre côté les températures de Séville plutôt que celles qu'on a actuellement, tandis que le nord de la France, vous voyez, pourrait avoir les températures de Bilbao. Donc des changements qui sont assez importants. Donc voilà pour dresser un peu les. Donc la TRAC, c'est aussi un document hein, sur lequel on peut s'appuyer quand on veut travailler à l'adaptation au changement climatique de son espace naturel protégé. Du coup, j'en viens au cœur du sujet. Pourquoi s'intéresser au changement climatique pour les aires protégées? Nous, on est parti dans Nature Adapt en 2018 à peu près, hein, d'un constat qui était que le changement climatique était en cours et qu'il impactait déjà les aires protégées de façon importante et qu'il y avait une nécessité de s'adapter et au moment où le Life Nature Adapt a été mis en place, en fait, il existait assez peu d'outils et de méthodes. Donc, c'est pour ça que Nature Adapt a été mis en place. Il s'est déroulé de 2018 à 2023 autour d'un objectif qui était d'intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées. Et le résultat, c'est la production de la démarche Nature Adapt, d'adaptation de la gestion au changement climatique, donc, qui a été développée pendant les 5 ans du LIFE, pour laquelle on s'est inspiré sur l'existant et qui a été testée sur 21 aires protégées de statuts différents. Ça, c'est important, hein, puisque c'est vraiment l'objectif, c'était qu'elle soit adaptable à tout type d'aires protégées. Et vous voyez qu'on a travaillé aussi bien avec des ENS, des réserves naturelles évidemment, mais aussi parc national, site du conservatoire, parc national marin, site classé, site Natura 2000. Je ne cite pas tout, hein, mais vous voyez qu'il y a eu un grand panel de sites, à la fois sur le territoire et à la fois en termes de statut. Le résultat, c'est donc une démarche Nature Adapt, donc, qui s'appuie sur une méthode qui s'adresse donc à tout type d'aires protégées
et qui va permettre d'élaborer un diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité au changement climatique et un plan d'adaptation. Et cette démarche, elle est possible à mettre en œuvre à n'importe quelle étape du document de gestion de l'aire protégée, qu'on soit au début, à la révision. En fait, on arrive toujours à alimenter le document de gestion. C'est une démarche qui en fait comprend 4 phases principales, hein. Donc, une première phase d'immersion et de cadrage qui vise à comprendre le changement climatique global, connaître les caractéristiques de l'aire protégée, ou en tout cas s'en réinspirer, puis cadrer et planifier la démarche. Ensuite, on va avoir une phase d'analyse prospective qui est vraiment le cœur de la démarche, hein, qui va consister à analyser le climat passé et futur de l'aire protégée. Ça, c'est vraiment une étape importante. Puis, une fois qu'on aura compris comment va évoluer le climat passé et futur de l'aire protégée, on va pouvoir essayer en fait, d'évaluer les impacts directs ou indirects du changement climatique sur les différentes composantes de l'aire protégée. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité de l'aire protégée. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir adapter sa gestion, et cela consiste à définir une stratégie et des actions d'adaptation, puis à alimenter le document de référence de la gestion, et donc c'est ce qui compose le plan d'adaptation en lui-même. On a prévu une phase de bilan et de capitalisation qui vise à prendre du recul sur la démarche qu'on a vécue, parce que le changement climatique, c'est quelque chose voilà, qui est quand même assez impactant dans la vision qu'on a de la gestion et de son métier. Donc, c'est pas mal de se poser pour faire un petit bilan. Et puis, bien sûr, faire un retour d'expérience au pair, hein, donc c'est-à-dire voilà, alimenter les autres, alimenter les collègues, et puis voilà, vraiment s'enrichir les uns des autres. C'est vraiment l'objectif. C'est une démarche pour laquelle on va s'appuyer beaucoup sur la bibliographie, sur des données et les services climatiques. C'est pour ça que je voulais en introduction vous présenter à minima un site vraiment simple d'usage qui est donc Climat HD. Et puis, bien sûr, sur des entretiens avec des acteurs et des experts du territoire, notamment pour l'analyse des effets du changement climatique sur l'aire protégée et pour l'adaptation de la gestion. On ne fait pas une démarche d'adaptation un peu tout seul dans son coin. En tout cas, à l'échelle d'une aire protégée, c'est souvent un peu compliqué. On a estimé qu'il fallait 50 à 80 jours sur une durée de 12 à 18 mois pour faire la démarche, mais vous verrez dans les présentations de Cécile et de Noémie qu'il y a d'autres façons de faire. On invente d'autres façons autour de la démarche NatureAdapt. Quelque chose qui est vraiment important sur dans la démarche de Nature Adapt, hein, c'est le travail par composante de l'aire protégée. En fait, il est souvent difficile de faire l'analyse de la vulnérabilité ou de comprendre les effets du changement climatique sur chaque élément qui compose une aire protégée, notamment sur le patrimoine naturel. On peut avoir quand même, sur certaines aires protégées, quand même une liste d'espèces ou d'habitats qui est assez conséquente. Donc, le choix a été fait de représenter l'aire protégée sous la forme de grandes composantes qui sont le climat, les activités humaines, le patrimoine naturel et la gestion qu'on applique déjà sur l'aire protégée. Et au sein de chacune de ces composantes, de définir ce qu'on appelle des objets d'analyse qui pour le climat vont être des paramètres et indicateurs climatiques structurants pour l'aire protégée. Pour les activités humaines, on va s'intéresser à celles qui ont le plus d'influence sur l'aire protégée. Pour le patrimoine naturel, on va choisir des objets d'analyse qui peuvent être des espèces, des milieux, des fonctions qui peuvent être représentatifs et ou emblématiques de l'aire protégée. Et bien sûr, sur la gestion, on va s'intéresser à quelles sont nos principales actions de gestion sur l'aire protégée. Je passe assez rapidement sur la démarche NatureAdapt et la méthodo. C'est pas évident de vous brosser tout ça en une vingtaine de minutes, hein. On pourra échanger et puis bien sûr, je vous mettrai les liens vers tout ce qui peut vous aider à y voir plus clair. Et puis en tant qu'équipe au sein de RNF, on est aussi disponible pour voilà, vous renseigner. Et puis vous allez voir aussi que vous avez des ressources localement que vous pouvez aussi activer. L'analyse prospective en elle-même, hein, donc le cœur du réacteur de la démarche NatureAdapt, l'idée c'est en fait, d'essayer de comprendre comment le changement climatique va impacter l'aire protégée en elle-même, et pour cela on va se poser
une série de questionnements. C'est ce que propose la démarche NatureAdapt. La première des questions, ça va être quelle est l'évolution passée et future du climat local? Ça, c'est ce que permet en fait, on va y répondre par l'analyse climatique, hein, l'analyse du climat passé, présent, futur. Une fois qu'on a compris comment le climat allait évoluer sur l'aire protégée, on va s'intéresser à son effet sur les activités humaines. Comment est-ce qu'elles vont évoluer sous l'effet du changement climatique? Celles qui ont notamment un impact sur le patrimoine naturel, un effet ou un lien avec le patrimoine naturel. Une fois qu'on a compris comment les activités humaines allaient évoluer, on va s'intéresser au patrimoine naturel et on va se poser la question de comment le patrimoine naturel va être impacté directement par le changement climatique, mais aussi comment est-ce qu'il va être impacté indirectement par l'évolution des activités humaines sous l'effet du changement climatique. Je prends un exemple assez rapide, hein, c'est en montagne notamment, hein, la fréquentation va être impactée fortement par le changement climatique, notamment parce que les gens vont avoir besoin d'un peu plus de fraîcheur sous l'effet de l'augmentation des canicules. Ils vont aller plus en montagne et potentiellement cette pression, c'est une pression supplémentaire sur le patrimoine naturel de la montagne, enfin le patrimoine naturel en montagne, dont il faut tenir compte quand on essaye de comprendre quelle est l'évolution possible du patrimoine naturel sous l'effet du changement climatique. Et bien sûr, une fois qu'on a compris tout ça, eh ben, on va pouvoir regarder comment notre propre gestion va être impactée et comment est-ce qu'elle va évoluer sous l'effet du changement climatique. Voilà un peu le cœur du réacteur, hein. C'est tout ce qui va composer le diagnostic de vulnérabilité d'opportunité. Dans le cadre du guide NatureAdapt, on va avoir un cheminement de questions qui nous aident à faire une analyse plus ou moins détaillée des effets du changement climatique sur l'aire protégée. On conclut souvent le diagnostic de vulnérabilité. En fait, on conclut souvent le diagnostic de vulnérabilité par un récit prospectif qui permet de synthétiser un peu le diagnostic de vulnérabilité, qui est en fait la trajectoire future de l'aire protégée dans son ensemble. Et tout ceci nous permet de passer au plan d'adaptation. Et le plan d'adaptation, hein, c'est comment le mettre en œuvre. La première des choses, ça va être de se définir une stratégie d'adaptation sur l'aire protégée. Et souvent, on se réfère, hein, pour essayer de déterminer sa stratégie d'adaptation à ce schéma qu'on appelle le RAD, en fait, qui décline les options possibles face au changement climatique qui peuvent être de résister. Résister n'a souvent qu'un temps, hein. On peut résister un certain temps, peut-être à l'échelle d'un plan de gestion sur certaines évolutions du patrimoine naturel. On peut aussi accepter, c'est-à-dire laisser évoluer librement, accepter les changements qui vont arriver et potentiellement laisser évoluer assez librement, ou on peut diriger ou accompagner le changement, c'est-à-dire essayer pendant un certain temps, d'orienter un peu la gestion pour diriger les évolutions futures sur l'aire protégée. C'est un peu conceptuel et à l'échelle d'une aire protégée, souvent, en fait, on va faire un peu du résister, de l'accepter et du diriger selon différents pas de temps ou selon selon la géographie de l'aire protégée, surtout certaines zones de l'aire protégée. Une fois qu'on a fait tout ça, on va définir nos actions d'adaptation et je ne vais pas aller trop loin puisque vous allez avoir une présentation à ce sujet-là concrète, ça va être bien plus intéressant. Et puis on intègre ou on prépare l'intégration des résultats de la démarche au document de gestion. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a défini son plan d'adaptation, eh ben, on va passer du temps à mettre en œuvre son plan d'adaptation. Et c'est à cette étape-là que nous, on dit qu'on a réussi à mettre en œuvre ces lunettes changement climatique, hein, qui permettent vraiment d'intégrer le changement climatique pleinement à sa gestion. Pour finir un peu, hein, donc revenir un peu sur le fait que c'est une démarche d'adaptation qui est adaptable, et ça c'est chouette, hein, quand on travaille sur l'adaptation, de rester adaptable, c'est bien. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, elle a été testée sur tout type d'aire protégée, ce qui nous a permis d'identifier en fait, hein, les principaux points pour lesquels en fait, on va avoir des adaptations de la démarche en elle-même. On a travaillé avec donc des aires protégées de grande surface et en fait, sur lesquelles il peut y avoir des zonages, par exemple, comme les parcs nationaux, hein. Et donc, dans ce cas-là, ce qui a été mis en place, hein, c'est qu'on peut travailler, on s'aperçoit qu'on peut travailler à différentes échelles, à la zone cœur, la zone périphérique, où on peut travailler à différents pas de temps, où on peut analyser la vulnérabilité à l'échelle des composantes elles-mêmes et pas forcément à l'échelle des objets dans les composantes.
Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on arrive très bien à se saisir de la démarche en adaptant les différents éléments méthodologiques. On a travaillé aussi avec des aires protégées dont les finalités sont des objectifs du développement durable, c'est-à-dire où là, on va être dans un double objectif, à la fois de préserver le patrimoine naturel, mais aussi de faire bouger les activités humaines pour elles-mêmes. Et en fait, l'idée là, ça va être de considérer vraiment l'interaction entre patrimoine naturel et activité humaine, pas uniquement sous l'angle du patrimoine naturel, mais en fait, on va chercher aussi à influer sur la stratégie d'adaptation des activités humaines. On a travaillé aussi des aires, avec des aires protégées pour lesquelles les mesures de gestion peuvent être en fait mises en œuvre par d'autres. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le formuler, mais par exemple, dans le cadre de Natura 2000, et ben, en fait, on va avoir des conventionnements avec des acteurs du territoire. Et donc là, il y a une dimension concertation avec les acteurs du territoire qui devient assez importante. Et puis, pour les aires protégées pour lesquelles les moyens alloués à la gestion sont moins importants, par exemple les ENS, eh bien, on a réussi à simplifier la démarche en travaillant sur un nombre d'objets un peu moins important et puis en ayant une analyse prospective un peu simplifiée. Donc, c'était pour vous dire surtout que les pistes d'adaptation sont nombreuses et qu'on peut en trouver. Donc, pas de souci pour se saisir de NatureAdapt. Et puis, pour terminer, la liste des choses qui sont à votre disposition, un guide méthodologique, une formation, un cook. La prochaine session, il y aura une session en mars, donc qui permet de se former, celle d'automne est pleine, mais qui permet de se former. Donc, il y aura des dates qu'on pourra vous communiquer pour le printemps 2026. Et puis, sur la plateforme NatureAdapt ou sur notre site, des exemples de diagnostic de vulnérabilité, des fiches expérience ou des vidéos. Et puis, tout ça, je vous le transmettrai. Bien sûr, je ferai passer à Gunel pour qu'elle puisse vous le transmettre. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci à tous pour votre attention et à votre disposition pour le temps d'échange. Merci beaucoup, Christine. Tu as tenu le timing en plus, franchement, Oui, j'avais le super. compteur devant sous les yeux, c'est pour ça. Très bien. Je vous propose de toute manière qu'au niveau des échanges, on les fasse après les 3 présentations. Et vraiment, n'hésitez pas donc à poser déjà, si vous avez déjà des questions, à les poser dans le chat. Je vais passer la parole à Cécile Lemarchand. Donc là, on va avoir un retour d'expérience concret et on verra avec elle comment l'outil devient finalement un appui au choix de gestion et un levier pour fédérer les acteurs locaux autour de ces questions d'enjeux changement climatique. Cécile, tu préfères que je partage la présentation? Merci Gunel. Oui, je pense Oui. que c'est bien Ouais, si tu partages très la bien. présentation. Ça fonctionne parce que moi je vois rien pour l'instant. Si, c'est bon, ça fonctionne. Tu peux y aller. Mais je vois pas la présentation. C'est bizarre. Tu Les vois pas autres la personnes la voient? présentation? La présentation. Oui, oui, on la voit. Et on la Oui, oui, voit. on la voit. On la voit. Décidément, Teams me fait des. Tu préfères partager alors ta présentation? Non? Je sais pas, c'est très C'est bizarre bizarre. quand même. J'ai jamais vu ça. Attends. C'est bon, ça y est. C'était Ah, c'est caché bon? aussi. C'était comme Ah, Christine. Merci. C'est tout bon. Donc, je suis Cécile Lemarchand, conservatrice de la réserve naturelle des Gorges de Daluis. Voilà, je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je vais donc vous partager notre retour d'expérience on sur la t'entend mobilisation. plus. Oh, bah mince. On- Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, oui, très bien. Alors, Moi, je vous ça entends. coupe Ouais. un peu. Alors, peut-être que tu as intérêt. Nous, on Non, entend ça très coupe bien. pas. Ouais, ouais, on Ça entend va? très bien. Bon. Ouais, oui. Ah bon. Bon, ça va. Et donc, je vais vous présenter, vous partager notre retour d'expérience sur la mobilisation des acteurs lors de l'application de la démarche NatureAdapt qu'on a réalisée sur la réserve naturelle des Gorges de Daly. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît? Donc avant cela, je vais vous rappeler quelques éléments de contexte sur la réserve pour que vous compreniez où se situe
cette réserve. Voilà, donc c'est en fait une réserve naturelle régionale qui comporte 2 périmètres. Un périmètre historique de 1082 hectares, là, qui est en rouge représenté sur la carte, et donc qui a été créé en 2012, et puis un périmètre de protection de 1886 hectares autour du périmètre historique qui a été affirmé en 2024. D'ailleurs, sur ce deuxième périmètre, en fait, ça faisait partie des actions du plan d'adaptation au changement climatique dans notre démarche Nature Adapt. Voilà, donc ça fait presque 3000 hectares d'espaces naturels protégés. Et donc, ça s'étend sur 3 communes, Guillaume, Daluy et Lacroix-sur-Odoul. Et pour l'instant, c'est la seule réserve naturelle des Alpes-Maritimes. Donc, c'est une réserve qui se situe en montagne, un peu à la croisée des écosystèmes méditerranéens et alpins. Et donc, on trouve une grande diversité d'habitats naturels qui se répartissent entre 600 mètres et 2000 mètres d'altitude. Voilà, un grand gradient altitudinal. Et donc, à titre d'exemple, on peut y observer du lézard osselet dans les landes apélites ou de la chevêchette d'Europe, pour ceux qui connaissent, dans les forêts d'altitude. Voilà, donc aujourd'hui, on dénombre 44 espèces à enjeu local de conservation fort et 10 espèces prioritaires, dont 2 espèces endémiques d'escargots dans les gorges de Daluy. Et donc, la particularité également de cette réserve, c'est qu'il s'agit d'une cogestion, donc entre une collectivité, la communauté de communes Alpes d'Azur, et une association de protection de la nature, la LPO. Voilà. Et donc, cette réserve, elle a été retenue pour faire partie de la deuxième phase de test de la démarche Nature Adapt avec d'autres espaces naturels protégés en 2021. Et donc, on a eu la chance aussi d'avoir une partie financée pour avoir une chargée de mission de la communauté de communes qui a pu être mobilisée sur ce travail durant l'année 2021-2022, et dont une partie a concerné notamment la mobilisation des acteurs locaux. Voilà. Et puis enfin, il y a eu quand même un gros travail sur la création du deuxième plan de gestion pour cette réserve naturelle en 2025, et qui a permis notamment d'intégrer une bonne partie des actions du plan d'adaptation Nature Adapt dans le plan de gestion de la réserve naturelle. Voilà. Donc moi, je vais plus vous parler en particulier du retour d'expérience sur la mobilisation des acteurs locaux notamment. Donc, à plusieurs phases de la démarche. Je peux avancer là. Merci. Voilà, donc, alors, une première phase lors du récit climatique avec des enquêtes sur les données climatiques auprès d'experts et des professionnels. Donc là, l'idée, c'était de recueillir leur avis et leur ressenti sur les changements globaux au niveau local. Voilà. Ensuite, on a eu un travail lors du diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité avec les élus, notamment au comité consultatif de la réserve de 2021, où là, bon, c'est vrai que c'était peut-être pas très participatif, c'était plus une information descendante, mais ça nous a quand même permis de parler de cette démarche et du changement climatique au niveau local à 42 participants. Ensuite, on a aussi pu réaliser un forum Mon Climat pour les jeunes, en fait. Et donc, là, l'idée, c'était de recueillir vraiment une vision des jeunes sur l'avenir du territoire et leurs idées de solutions d'adaptation pour préserver biodiversité et activité humaine, enfin, pour concilier, en tout cas. Et puis, une enquête aussi changement climatique au niveau des experts, auprès de professionnels et des experts. Donc, une enquête auprès de 6 professionnels et 4 habitants du territoire. Et puis aussi des partenaires comme le Parc national, l'Office national des forêts, etc. Voilà, donc recueillir leur avis et les informations sur les effets du changement climatique lors du diagnostic de vulnérabilité. Voilà, donc on a fait ça sous forme de témoignage, en fait, où les personnes pouvaient rendre leur avis. Et puis en même temps, il y a eu d'autres dynamiques sur le territoire de la réserve sur lesquelles on avait envie de s'inscrire pour parler climat, notamment un travail avec les scolaires, enfin les collèges et les BTS notamment. Et puis l'ouverture d'une maison familiale rurale sur la commune de Guillaume qui nous a permis de les informer sur les actions climat avec les élèves. Donc un petit zoom sur ce forum Mon Climat, en fait. Donc là, on s'est posé la question de comment impliquer des jeunes du territoire dans une démarche d'adaptation au changement climatique. Et donc, c'était en janvier 2022. Ça a permis de rassembler 13 participants de 16 à 25 ans. Et donc là, les objectifs, c'était d'accompagner en fait cette prise de conscience des jeunes par le développement des connaissances et le sens critique à travers des activités ludiques.
de recueillir leur ressenti vis-à-vis du changement climatique, voilà, avoir une idée sur leur vision prospective, et puis favoriser une appropriation et une mise en action des jeunes par des ateliers de réflexion autour de la recherche de solutions sur les stratégies d'adaptation. Voilà. Et donc tout ça, ça a été accompagné aussi d'ateliers intéressants via la photo avec Patrice Terrasse, qui les a accompagnés pour que les jeunes en fait puissent traduire un peu leur vision du changement climatique à travers la photo, et notamment en allant sur le terrain de la réserve naturelle. Et comme ça a permis aussi une exposition sur leur travail. Voilà, donc l'idée, c'est de pérenniser cet événement. Pour l'instant, on n'a pas pu le refaire parce qu'il y a eu quelques soucis, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir relancer un peu cette dynamique. Bon, j'espère que ça va parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'imprimer dans la salle où je suis et on entend l'imprimante. Désolée. Voilà. Donc pour la suite, en fait, vu d'ensemble de la démarche, en fait, il y a eu quand même aussi un apport important sur les supports techniques. Donc c'est les documents techniques et des outils de sensibilisation qu'on utilise toujours, en fait, lorsqu'on a des réunions, etc. Donc l'ensemble de cette démarche, elle a permis d'apporter ces supports sur lesquels en fait les équipes peuvent toujours s'appuyer, hein, c'est encore d'actualité. Donc on utilise notamment souvent une exposition qui avait été réalisée juste après le Forum des jeunes, des expositions photos sur Nature Adapt. Et puis il y avait aussi une fresque qu'ils avaient créée. Et puis il y a les supports techniques, diagnostic de vulnérabilité et plan d'adaptation qu'on a notamment beaucoup utilisé quand on a refait notre plan de gestion de la réserve. Alors ensuite, quelle mobilisation pour le plan d'adaptation? Donc le plan d'adaptation pour la réserve naturelle des Gorges de Daluy, c'est 46 mesures d'adaptation. Donc ça a amené les équipes de la réserve à établir une réflexion sur la mise en place de mesures cohérentes entre effets et changement climatique et les enjeux écologiques du site. Voilà, à travers des ateliers aussi entre co-gestionnaires et plus largement avec certains acteurs Natura 2000. Donc c'est ça qui était si intéressant en fait de pouvoir impliquer d'autres acteurs à une plus grande échelle, on va dire. Mais aussi il a fallu faire un choix sur certaines actions qui puissent aussi être menées à une échelle plus large, et notamment sur le territoire de la communauté de communes, donc au-delà des limites de la réserve. Parce que c'est à cette échelle-là aussi que l'ensemble des décisions politiques pourraient en fait contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau local. Voilà, donc là, j'ai listé quelques mesures phares qui ont été intégrées dans le plan de gestion 2025-2034. Une des mesures phares, donc, c'était d'assurer la cohérence spatiale en fait, des zones de conservation par l'extension du périmètre. Donc, c'est ce fameux périmètre autour de la réserve naturelle qui a été approuvé début 2024, sur lequel je vais revenir juste après. Il y a eu aussi une nouvelle gouvernance qui est complémentaire au comité consultatif qui a été créé. En fait, il s'agit d'un groupe de volontaires locaux qui souhaitent s'investir en fait dans la gestion de la réserve naturelle à travers des actions en fait qui sont inscrites au plan de gestion. Donc, par exemple, mener une réflexion sur les changements globaux sur les paysages. Voilà, donc on a un groupe intéressé par ça et qui va travailler là-dessus, par exemple. On a aussi un gros volet sur les enjeux forestiers. Donc là, avec un travail en lien avec l'ONF, mais qui est un petit peu en suspens et qu'on doit relancer, notamment pour travailler sur des zones de libre évolution. Et puis enfin, un volet sur la sensibilisation au changement climatique pour faciliter l'engagement, donc pour la suite du plan d'adaptation et pouvoir impliquer les jeunes et les scolaires dans cette problématique. Donc, petit zoom sur le projet du périmètre de protection. Donc, il y avait 4 objectifs principaux qui alimentaient en fait notre argumentaire pour justifier la création de ce périmètre de protection, avec en chapeau la problématique du changement climatique. Donc, pour aider les espèces à s'adapter face au changement climatique, pour mieux connaître, protéger, sensibiliser l'importance du patrimoine naturel et humain du site, et aussi pour avoir une unité paysagère cohérente, pour pouvoir mener des actions de gestion plus cohérentes à une échelle plus large, en fait. Donc ça faisait partie de notre argumentaire de création du périmètre de protection. Donc ce périmètre, il fait 1086 hectares.
1886 hectares, pardon. Il rassemble 93 propriétaires privés, donc ce qui est différent de la zone cœur qui était plutôt du communal. Et ça fait 1159 parcelles. Donc c'est un parcellaire très découpé, mais ça nous a permis de mener une concertation importante en fait auprès de une cinquantaine de propriétaires et d'acteurs du territoire, de valoriser le projet par les conseils municipaux des 3 communes, de réaliser une réunion publique en mars 2023 pour recueillir le ressenti des locaux. Et puis après, qui nous a permis évidemment de constituer un dossier d'enquête publique et qui a recueilli un avis favorable du commissaire enquêteur en 2024, plus la validation de la région. Voilà. Donc un beau travail qui a porté ses fruits puisque le périmètre de protection a été approuvé en 2024. Alors, un petit zoom aussi sur les animations biodiversité et changement climatique. Donc, un programme spécifique qui a été lancé dès 2020, en fait, donc même avant la démarche Nature Adapt, qui s'appelle S'adapter, fuir ou disparaître. Et en fait, là, le travail qu'on a fait sur Nature Adapt nous a permis d'améliorer en fait ce programme qu'on propose notamment aux BTS et aux lycéens. Voilà, donc grâce à un financement de la région, le programme Aperla. Donc ce programme, en fait, c'est une séquence adaptée sur cette thématique du changement climatique donc pour ces lycéens, mais qu'on a aussi développé pour les collégiens qui viennent à la journée sur la réserve, et aussi lors de développement de séjours bivouac pour les collèges, voilà, où on aborde aussi le sujet du changement climatique. Donc là, vous avez un exemple de déroulement du programme dans une année scolaire, avec une analyse des paysages, une réflexion sur le changement climatique, sur les espèces phares, les espèces qui vont disparaître, etc. Voilà, pour voilà, vraiment accompagner les jeunes aussi à se projeter sur des idées d'adaptation au changement climatique, sur un espace naturel protégé. Alors, l'application de la démarche Nature Adapt, elle nous a enseigné évidemment beaucoup, beaucoup de choses, que ça soit sur la mobilisation des acteurs et la démarche en général. Bon, bah, enfin, après, sans grande surprise, en fait, sur les réserves en général, évidemment, on a un effet globalement négatif sur le patrimoine naturel et qui questionne la gestion. Des incertitudes par rapport à la réaction de la nature, ça c'est clair, ça va perdurer, et notamment du fait des nombreuses interactions entre nature et activité humaine et changement climatique. Des espèces qui vont sûrement disparaître, d'autres apparaître, des écosystèmes et des équilibres modifiés. Et globalement, c'est vrai que lors de cette démarche, et ceux qui l'appliqueront le verront, mais on trouve souvent plus de vulnérabilité que d'opportunités, mais il y a quelques opportunités. Voilà. Et puis les résultats de diagnostic de vulnérabilité qui requestionnent notre façon de gérer les espaces naturels protégés. Voilà. Voilà, c'est enfin, avoir plus par rapport à la gestion actuelle qu'on peut parfois appliquer, en fait, c'est savoir à réussir à avoir une gestion adaptative en intégrant cette problématique du changement climatique. Voilà. Donc 4 ans après l'application de la démarche, par contre, c'est vrai que ça nous a permis de changer de regard, de nous ouvrir en fait à plus large échelle, changement d'échelle, donc prendre le temps de réfléchir avec les équipes, mais plus dans la diversité, voilà, pas seulement en fait au niveau des enjeux des espèces, au niveau local et des milieux, mais de manière plus globale sur un territoire plus large. Donc aussi grâce au périmètre de protection, on élargit aussi notre vision. Un changement de regard donc au sein des équipes de la réserve, mais aussi au niveau des acteurs locaux pour certains. Et donc la réserve, elle est vue davantage comme un site connecté un peu plus à la réalité, et pas son petit site voilà, de côté, mais voilà, d'avoir un regard plus large. Et puis aussi un changement d'expertise avec l'ouverture à d'autres partenaires. Donc ça, c'est plus des opportunités, d'autres perspectives, d'autres réseaux, et du coup des opportunités de travail différentes. Voilà, même si je dois ajouter un petit astérisque en disant que bon, les moyens financiers ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait mettre en place, mais voilà, ça nous a permis vraiment de mettre nos fameuses lunettes changement climatique et de voir autrement un peu la gestion de notre espace naturel vers une gestion plus adaptative. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose directement qu'on passe à l'intervention suivante, donc avec Noémie Nojarov qui va nous présenter le programme Nature à Table Sud. Les questions, Gunel, Ça sera on à les la prendra fin, à après? la suite. D'accord. Oh, Parce qu'il y en a, Donc, il y en a quelques-unes pour oui, Cécile. mais donc j'ai indiqué donc Tu au les as début du notées, rendez-vous d'accord. visio, on prend toutes les questions à la suite. Noémie, je te laisse la parole. Noémie, on ne t'entend pas. Sinon, je commence les questions. Ouais, sinon, on va peut-être commencer les questions le temps que Noémie puisse se reconnecter. Attends, je sais pas si. Attends, juste je regarde. Connectée et elle a son micro, mais on n'entend pas. C'est bon. Ah, voilà, on t'entend. C'est bon? Oui, Ah, c'est bon. bon. Je sais pas ce qui a changé, mais si ça marche, tant mieux. Bon, désolé pour ça. Donc je disais, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, donc cette fois oui. Donc je suis Noémie Nojarov, je travaille à Tour du Valas sur la coordination du projet Nature Adapt Sud dont je vais vous parler ici. Présentation qui est complémentaire des deux autres, parce que là l'idée c'est plutôt de vous parler d'un exemple de mise en œuvre de la démarche Nature Adapt par des gestionnaires de la région. Voilà. Donc en l'occurrence des gestionnaires de réserves naturelles, parce que le projet s'est monté comme ça. En fait, suite à la restitution du LIFE par RNF, il y a eu un fort intérêt des gestionnaires de réserves de la région qui a permis de monter ce projet, dont l'objectif est d'intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des réserves, en mobilisant la méthode Nature Adapt, pour produire pour chacun des sites participants un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation au changement climatique. Et d'utiliser cet aspect multisite et cette portée régionale du projet pour multiplier les échanges, travailler tous ensemble à l'échelle du réseau des gestionnaires participants dans ce projet. Gunel, est-ce que tu veux bien passer, s'il te plaît? Donc la Tour du Valas porte ce projet en partenariat avec notamment le CNPACA, RNF qui nous appuie sur les aspects techniques de la mise en œuvre de la démarche, et puis donc la réserve des Gorges de Daluis qu'a présenté Cécile, et qui nous a notamment permis d'avoir un retour d'expérience, puisque c'était la seule réserve de la région PACA qui avait déjà mis en œuvre cette démarche. Ce projet est financé par la DREAL PACA via le Fonds vert et par la région Sud, et implique 10 structures gestionnaires avec 13 réserves participantes, à la fois des réserves régionales et des réserves nationales. Donc on voit sur la carte un petit peu partout dans la région, avec quand même une forte concentration dans les Bouches-du-Rhône. Et donc des structures gestionnaires de types différents aussi. En termes d'organisation de la démarche, donc là c'est un choix propre au projet. Il y a plein d'autres façons de faire, et on parlera à la fin des enseignements sur ces choix méthodologiques. Là, nous, pour ce projet, le choix a été fait d'avoir des chargés de mission qui accompagnent les gestionnaires dans la réalisation de la démarche d'adaptation, avec un suivi des démarches des gestionnaires, un accompagnement technique, méthodologique, et puis une grosse partie du travail qui consiste à assembler les analyses et faire la rédaction
ce qui permet d'impliquer fortement les gestionnaires. Donc les conservateurs des réserves participantes sont vraiment impliqués dans leur démarche d'adaptation, ce qui est indispensable, mais de leur faire gagner énormément de temps, puisque c'est nous qui réalisons notamment les analyses et la rédaction des documents synthétiques de la démarche. La carte vous donne une idée de la répartition entre réserves, on y reviendra aussi à la fin. Et la coordination régionale, qui permet un fonctionnement à 13 sites, avec quand même des moments, malgré les différences entre les réserves, le fait que différentes chargées de mission accompagnent ces sites, d'avoir quand même une portée régionale et commune à ce travail, avec différents temps de travail communs et des échanges entre sites qui n'ont pas forcément tant d'échanges que ça habituellement dans leur gestion quotidienne. Je vous ai remis quelques éléments qu'a présenté Christine en début de réunion, avec donc les actions du projet, évidemment principalement la mise en œuvre de la démarche, donc avec ces 4 étapes d'immersion de cadrage, d'analyse, d'adaptation de la gestion et de bilan capitalisation, mais aussi la formation des gestionnaires sur ces thématiques, donc avec à la fois l'appropriation des démarches et la réalisation des démarches sur leur site, mais aussi le suivi de la formation Cook Nature Adapt et les différentes ressources disponibles avec. Et puis les temps d'échange dont j'ai parlé à différentes étapes du projet et des points en visio avec tous les sites participants, avec également des retours d'expérience, notamment de la réserve de Daluis, mais pas que, à différents moments du projet pour partager et échanger sur les questionnements qui surviennent en cours de démarche. En termes de calendrier du projet, il était initialement prévu sur 16 mois pour les démarches d'adaptation, ce qui est court, on s'en rend compte une fois dans ces démarches. Et comme le disait Christine, la démarche est pensée pour être mobilisée à tout moment de la vie du document de gestion. Et là, on en a un bon exemple dans le projet, puisque les sites ont tous un calendrier de gestion différent. Et donc, on a des sites qui viennent de terminer leur plan de gestion, d'autres qui sont en cours de rédaction, et certains qui sont au milieu de la vie de leur document de gestion. Donc, le seul point commun là dans ce projet étant que ce sont des réserves naturelles, donc avec un plan de gestion existant, j'allais dire, mais même pas pour toutes, finalement, mais sous un format commun. Quelques enseignements du projet, sachant qu'il n'est pas terminé, donc il se termine bientôt, mais on est actuellement en train de travailler sur les phases d'adaptation avec les gestionnaires. D'abord sur les modalités, donc je vous ai présenté nous ce qu'on a mis en place pour ce projet, mais j'en ferai pas de recommandations parce que les modalités dépendent trop de chaque site, du calendrier disponible ou choisi, des personnes impliquées pour accompagner, animer, etc. C'est-à-dire qu'avec plus de temps, on fait différemment, avec moins de temps, on fait différemment aussi, selon les personnes qui accompagnent ou pas, leur connaissance de la démarche, la connaissance de la démarche par les gestionnaires aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent la manière dont on peut ou dont c'est le mieux d'accompagner la mise en œuvre de ces démarches sur les sites. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de vous présenter un exemple possible pour cette mise en œuvre. Nous, ce qu'on a tiré de ces modalités qu'on a mis en place, c'est le fait que la coordination multisite est vraiment intéressante pour les gestionnaires et importante pour la cohérence à l'échelle des territoires. Donc là, sans forcément parler de l'échelle régionale, sur des sites qui sont proches géographiquement, c'est particulièrement intéressant de faire cette démarche en même temps et d'avoir des temps d'échange pour avoir une cohérence dans les réflexions, à la fois sur la partie diagnostic, mais aussi surtout sur la partie d'adaptation de la gestion. L'ancrage territorial de la démarche qui est vraiment important, donc ça rejoint ce qui a pu être dit sur la mobilisation des acteurs en particulier. Et c'est valable, ça se traduit différemment pour chaque site et selon chaque contexte territorial, mais ça reste assez vrai dans l'ensemble. Le Cook, qui est un bon outil, donc la formation en ligne Nature Adapt,
et qui a été particulièrement apprécié, notamment pour la partie sur la base scientifique commune qui permet d'apporter aux gestionnaires en début de projet ou aux équipes, aux gestionnaires au sens large, équipes comprises. Et la méthodologie qui est en tout cas parmi les gestionnaires participants du projet, plutôt appréciée sur l'approche du guide méthodo, mais ça reste propre à chacun. Et puis l'importance et l'intérêt des temps d'échange et de travail commun. Donc ça rejoint ce que je disais avec le multisite à l'échelle territoriale, mais cette fois de manière plus large. Ça a été particulièrement relevé et noté qu'il y a un intérêt à discuter avec d'autres personnes que le conservateur du site, donc à la fois impliquer l'équipe gestionnaire dans les réflexions, des experts extérieurs à différentes étapes du projet, d'autres gestionnaires, donc d'avoir des retours de collègues sur des sites complètement différents et qui ont une vision plus extérieure de la gestion et du territoire, et que ces temps d'échange et de travail sont vraiment bénéfiques pour les démarches d'adaptation et pour la gestion, je pense, en général. Autre chose qu'on a relevé, c'est la phase de cadrage qui est proposée dans la méthode NatureAdapt, donc qui est qui fait partie de la première étape de la méthode. Disons qu'on relève que ces questions sur, en particulier, les objectifs de la démarche, quelles attentes concrètes du gestionnaire, la disponibilité du gestionnaire et les possibilités logistiques, disons, pour la démarche, quelle durée, quel temps disponible, à quelle période, au sein de l'équipe, une seule personne, plusieurs personnes, un accompagnement extérieur ou pas, etc. C'est des questions qui vont se poser au moment du cadrage de la démarche quand elle va commencer, mais qui devraient déjà se poser une première fois avant, au montage du projet, si c'est sous forme de projet, pour adapter justement ces modalités, parce que la réponse peut être assez... et les modalités adaptées, donc d'accompagnement extérieur ou de démarches réalisées en interne ou autres modalités possibles, peuvent être assez différentes selon les sites et selon justement les attentes et les disponibilités de chacun. Donc un élément important à identifier dès le départ. Et plus concrètement, sur les facteurs qui impactent le déroulement de la démarche, donc ça peut être en positif, en négatif, ça peut être juste qu'ils font varier la manière dont se déroule la démarche d'adaptation ensuite. On a noté en particulier la connaissance du site, donc par la personne qui va mettre en œuvre la démarche, si c'est une personne extérieure ou non, l'existence d'un plan de gestion ou non, l'ancienneté d'une partie de l'équipe gestionnaire qui permet d'avoir plus facilement accès à une vision passée du site, la configuration de l'équipe gestionnaire, donc s'il y a une seule personne, une grosse équipe, disponible ou non, etc., qui joue un rôle, mais qui a moins d'impact que la disponibilité du gestionnaire au cours de la démarche. Les choix méthodologiques, notamment au niveau du niveau de détail d'analyse. Donc c'est ce qu'a mentionné Christine sur des sites qui ont moins de temps à accorder à la gestion, par exemple. Le choix d'avoir une analyse moins détaillée peut permettre de réaliser la démarche tout simplement, ou de gagner du temps pour avancer un petit peu plus sur la concertation des acteurs du territoire, par exemple. Donc c'est des choses qu'il faut caler dès le début. La proximité de l'accompagnateur, donc dans le cas où, comme nous, c'est quelqu'un d'extérieur à l'équipe gestionnaire qui réalise, avec le gestionnaire évidemment, mais qui réalise le gros de la démarche. Donc si cette personne est présente au sein de l'équipe ou pas, la proximité géographique si c'est pas le cas, d'avoir un suivi plus ou moins rapproché. Donc là, dans l'idée derrière étant que plus la personne est proche de l'équipe gestionnaire, en étant dans l'équipe ou géographiquement ou avec un suivi vraiment rapproché, plus ça facilite les échanges et l'avancée de la démarche tout au long de la méthode. Et puis évidemment la durée fixée. Plus on a de temps, plus ça permet de prendre le temps pour les réflexions, de faire valider les différentes étapes, de prendre le temps de la concertation, qui peut être vite chronophage, etc. Et donc, c'est des éléments qui permettent idéalement de réduire la durée du travail, de fluidifier les échanges,
Mais tout ça n'est pas indispensable pour se lancer. Donc finalement, nous, on a des cas assez différents, avec parfois des situations qui ne sont pas idéales, telles qu'on aurait pu les imaginer au début de projet, mais ça n'empêche pas de mettre en œuvre la démarche et d'adapter la gestion de ces sites. Finalement, ça se fait quand même bien. Donc c'est ça qui est important à retenir quand même. Et je l'ai remis pour finir, le facteur de réussite numéro 1 dans ces démarches, c'est l'engagement, même au-delà de la disponibilité, l'engagement des gestionnaires dans la démarche, même ceux qui sont le moins disponibles sur ce temps de projet et de démarche d'adaptation. Tous sont partants dans la démarche et c'est ça qui permet d'avancer quand même et d'avoir finalement des démarches et des documents de diagnostic et d'adaptation qui seront cohérents et appropriés par l'équipe gestionnaire et donc qui seront le plus utiles aussi par la suite à traduire dans les documents de gestion et dans la gestion future des sites. Voilà pour cette présentation du projet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dessus. Merci beaucoup, Noémie. Donc, on a eu nos 3 interventions. Donc, je vais passer la parole à Sandrine pour le temps d'échange. Et donc, n'hésitez pas à poser encore vos questions dans le chat ou après, on prendra aussi les mains levées si besoin. Bonjour à tous. Donc, on a donc 2 types de questions. Une qui est un petit peu généraliste et l'autre plus ciblée milieu aquatique. Donc, je propose de prendre la question de Julia, une première question de Julia. Dans la phase de diagnostic, donc elle s'adressait au moment de la question à Cécile. Dans la phase de diagnostic de vulnérabilité, quels sont les acteurs et experts du territoire qui ont été interrogés? Avez-vous un guide d'entretien? Mais je pense qu'on peut poser la même question aussi à la Tour du Valat. Donc Cécile, je te laisse répondre. Oui, effectivement, on avait fait des entretiens qui étaient menés avec voilà, un listing de questions qu'on avait préparé. Alors là, de mémoire, sur les personnes qui avaient été interrogées, c'était surtout des experts dans ce cadre-là, et notamment, par exemple, des personnes du Conservatoire botanique national, des personnes aussi des professionnels sur encadrant activités aquatiques, un regard aussi sur la mosaïque de milieu. Enfin voilà, j'ai plus trop la liste exacte en tête, mais effectivement, on avait préparé des questionnaires et on s'était fixé des objectifs d'interroger ces experts au long de la démarche, tout au long de la démarche. Et c'est vous, Cécile, c'est donc le CEN qui a élaboré sa liste d'experts. C'est vous qui avez... Non, c'était la chargée de mission côté CCA qui D'accord. avait fait sa liste. Ouais. Ok. Et validé avec vous, alors, du coup. Voilà. Mais je peux retrouver la liste et puis les types de questionnaires qu'on avait proposés. S'il y en a qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, on peut Volontiers. les transmettre. Volontiers. Noémie, même question. Ouais, je suis désolée, c'est un peu coupé sur la réponse de Cécile, donc j'espère que je ne vais pas trop répéter. Nous, c'est assez variable selon les sites. Il y en a qui ont fait ce travail vraiment d'aller faire des entretiens avec beaucoup d'acteurs différents sur la phase de diagnostic, et d'autres moins, et qui peut-être le feront plus de manière collective avec une réunion ou des ateliers sur la phase d'adaptation. Pour ceux qui l'ont fait sur la phase de diagnostic, alors j'ai pas le document sous la main, mais pareil, je pourrais le retrouver si besoin. Globalement, c'était des entretiens avec les acteurs du territoire, donc à la fois des activités socio-économiques, donc pêche, chasse, agriculture, élevage, et puis également des acteurs plus institutionnels, on va dire, présents sur le territoire, ou propriétaires, le conservatoire ou autres. Et c'était plutôt des entretiens semi-directifs, donc avec une trame où on essaye globalement d'emmener la personne sur la thématique du changement climatique, comment ça impacte son activité, comment elle voit la suite, en faisant le lien toujours avec l'espace protégé qui fait sa démarche d'adaptation, mais en le laissant parler pour voir
quels éléments il peut amener. Et selon les cas, ça a pu être l'accompagnatrice, donc moi ou mes collègues du SEN qui faisons ces entretiens, ou bien en interne pour certains sites où il y avait du temps dédié en lien avec l'ancrage territorial de la réserve, une personne de l'équipe gestionnaire qui a pu mener ou co-mener ces entretiens avec les acteurs. Merci Noémie. Cécile proposait de transmettre la liste des acteurs qui ont été sollicités avec les questionnaires. Si de votre côté c'est possible, voilà, on peut les récupérer et les transmettre aux participants de ce webinaire. Oui. Si je peux préciser ma réponse, là justement, j'ai retrouvé un peu le document et comment on avait notamment valorisé en fait aussi ces retours d'experts et de professionnels. En fait, c'était dans le diagnostic de vulnérabilité pour chaque objet qu'on avait identifié vulnérable. Eh bien, il y avait un témoignage en fait de quelques lignes aussi qu'on avait valorisé dans le diagnostic. Donc, par exemple, sur l'objet l'andapélite, là, on avait un responsable du pôle conservatoire botanique méditerranéen qui nous faisait un retour sur son ressenti sur le changement climatique sur la flore. Il y avait eu, par exemple, un hydrobiologiste aussi sur la partie milieu aquatique. Voilà, des guides canyoning sur les activités aquatiques, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on avait valorisé après aussi leur retour dans le diagnostic directement sous forme de témoignage. Merci Cécile. Je vais rester sur une question généraliste, enfin globale en tout cas, sur la démarche. Tu parles du Mercantour, Alice Brasquez. Est-ce que l'un des retours d'expérience sur la démarche a pu témoigner? Donc, je pose la question pareil à Cécile et Noémie. Est-ce qu'un des retours d'expérience sur la démarche a pu témoigner d'une divergence d'opinion sur les modalités d'adaptation à l'intérieur même de l'établissement gestionnaire? Et si oui, comment vous avez pu gérer cet obstacle? Cécile? C'est une question. Donc, est-ce qu'en interne, en fait, vous avez eu des divergences d'opinion Ouais, sur je cherche. le diagnostic? Je sais pas. De mémoire, j'ai pas eu de divergence d'opinion par rapport à notre démarche et la façon de. Non, j'ai pas eu ce retour-là. Noémie? Moi, globalement, avec les sites du projet Nature Adapt Sud, là, on entre dans la phase d'adaptation. Donc, on n'a pas encore identifié et discuté les modalités d'adaptation. Donc, je ne pourrais pas répondre pour ce projet. Quand j'ai mené la démarche au Bagnas pendant la phase de test du LIFE également, avant ça, je n'ai pas non plus le souvenir qu'il y ait eu des discussions trop sur cette étape-là. Il y a pu avoir des divergences de vision du site dans le futur au moment de travailler les récits prospectifs et en cours d'analyse de vulnérabilité. Mais sur l'adaptation, j'ai pas trop ce souvenir. Et en tout cas, c'est une étape qui se fait beaucoup dans la discussion, que ce soit de la concertation vraiment avec des personnes extérieures, mais même au sein de l'équipe, dans la discussion en général avec... il y a plusieurs manières de le mener, mais une première discussion avec le conservateur qui ensuite implique l'équipe et propose ce qui a été imaginé, qui est ouvert à discussion, et puis ça évolue. Mais j'ai pas le souvenir d'une opposition réelle frontale quoi, ou importante divergence sur cet aspect-là. Merci Noémie. Ouais, il y avait peut-être au sein, j'ai réfléchi en même temps que Noémie parlait, au sein, entre co-gestionnaires, en fait, je me souviens d'un atelier en fait, qu'on avait fait donc avec notamment la chargée de mission de la CCA qui s'occupait de la démarche Nature Adapt, un peu une liste à l'après-vert de toutes les mesures d'adaptation qu'on pouvait imaginer. Il y en avait trop. Et donc, il fallait faire un tri. Et pour passer justement cet obstacle du trop, en fait, on avait une sorte d'atelier où on avait différentes étapes. Enfin, en tant que co-gestionnaire, est-ce que j'avais envie de m'impliquer directement? Est-ce que ça m'intéressait mais j'avais pas le temps? Enfin voilà, on avait fait différentes catégories pour pouvoir faire notre choix en fait de mesures d'adaptation. Donc, ce qui pouvait nous amener parfois à débattre et à donner notre opinion sur une mesure d'adaptation ou une autre. Voilà. On avait fait un peu ça. Après, ce n'était pas un vrai obstacle, mais ça nous a permis de faire un tri. Merci Cécile. Christine, est-ce que sur d'autres territoires, vous avez pu constater
Ce décalage en interne ou pas forcément? Non, pas en interne. Je pense que en interne, non, pas forcément parce que comme le disent Cécile et Noémie, c'est quand même le choix des mesures, il doit être le plus partagé possible. Donc on peut avoir des échanges, des débats, et puis peut-être un peu, voilà, peut-être de temps en temps alors pas des frictions parce que c'est un mot fort, mais oui, des différences, des avis différents sur la hiérarchisation des mesures à mettre, mais non, ça me vient pas en tête ça. Pas en tout cas au sein des équipes parce que je pense que du moment que le diagnostic, l'étape de diagnostic est bien partagée, on s'évite justement cet écueil-là. Après, je pense que c'est une autre histoire à l'échelle du territoire en lui-même, quoi. Enfin, voilà, si on doit partager des mesures d'adaptation avec un territoire, c'est là qu'on va pouvoir avoir des divergences de point de vue sur les stratégies d'adaptation à mettre en œuvre. Mais enfin, pour moi, c'est rarement un souci en interne, en tout cas. Merci. Ensuite, une question plus thématique. Pareil, je vais poser la question à Cécile et Noémie et puis à Christine ensuite. Donc, dans la phase de réflexion, dans la phase de diagnostic, est-ce qu'il y a eu une réflexion spécifique sur les enjeux eau et milieux aquatiques, par exemple sur l'évolution des pressions sur la ressource, sur les milieux? Et est-ce qu'il y a eu des mesures d'adaptation spécifiques sur les enjeux eau et milieux aquatiques? Alors, Noémie? Oui, c'est très variable selon les sites, évidemment, selon les enjeux des sites, ce qu'il y a sur les réserves, en l'occurrence pour Nature Sud. Mais oui, évidemment, il y a des sites où ça fait partie des enjeux principaux, déjà identifiés souvent dans la gestion. Et donc à ce moment-là, ça peut être formulé de différentes manières. Les enjeux qui sont tous dépendants de la ressource en eau ou l'objet aquatique, donc le cours d'eau ou autre, qui est identifié comme un enjeu en lui-même, ou la fonctionnalité hydrologique liée qui peut être identifiée comme un objet d'analyse. Il y a plein de manières de le formuler. Là-dessus, la méthode reste assez ouverte à l'adaptation pour chaque site qui la met en œuvre. Mais oui, il y a des exemples où l'eau fait partie des enjeux analysés. Et après, dans l'adaptation, donc là sur Nature Adapt Sud, encore une fois, j'ai pas encore d'exemple concret. Par contre, sur d'autres sites, oui, ça a pu être le cas. Et ben, notamment si je reprends l'exemple du Bagnas sur lequel j'ai mis en œuvre la démarche aussi. Un exemple de mesure d'adaptation qui a permis d'identifier la démarche, c'était la mise en œuvre de scénarios de gestion hydraulique tenant compte du changement climatique. Donc c'était quelque chose qui était déjà envisagé dans la gestion, mais la mise en œuvre de la démarche a permis de tenir compte de données supplémentaires, donc notamment la salinisation et pas juste la ressource en eau du fleuve lié, et de prioriser cette action qui était prévue mais pas forcément prioritaire. Et là, la démarche a permis de renforcer son importance pour la suite de la gestion et pour les années à venir, et donc qui est directement liée à la ressource en eau et à la gestion hydraulique du site. Donc en l'occurrence une zone humide, mais oui, il y a plein de manières de le faire. Donc, la question des zones humides a été aussi intégrée dans cette démarche-là. Bah là, en l'occurrence, le site est une zone humide, est reconnu comme zone humide, donc oui. D'accord. Mais même sur des sites où c'est moins le cas, je pense que oui, globalement, si c'est un enjeu ou si ça apparaît comme un enjeu en cours de démarche, oui, on en tient compte. Merci Noémie. Cécile? Oui, sur la réserve des gorges de Dalhuis, on avait également identifié le réseau hydrographique et les milieux aquatiques. Donc là, nous, c'est pas une zone humide, mais c'est plus des cours d'eau torrentiels, où notamment on avait analysé la sensibilité et la vulnérabilité sur évidemment le changement climatique qui impacte notamment les régimes hydrographiques éventuellement du fleuve Var, notamment, qui traverse les gorges. Et aussi, ce qui nous avait permis un peu d'ouvrir les yeux et d'avoir des mesures d'action plus orientées sur des pressions supplémentaires en plus du changement climatique qui sont les activités aquatiques. Et donc là, voilà, il y a un travail qui sera mené d'abord
voilà, sur ces pressions supplémentaires en plus du changement climatique que sont les activités aquatiques et aussi une veille sur les aménagements sur le fleuve Var, notamment à plus grande échelle sur les cours d'eau, qui sont les microcentrales hydroélectriques, une problématique un peu locale en montagne dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Merci Cécile. Et sur les mesures d'adaptation? C'est pour moi aussi la question? Oui, Ah, pardon. liées au milieu Euh, aquatique, hein, liées au milieu aquatique. Oui, bah, les mesures d'adaptation, voilà, c'était notamment bah, voilà, plus autour des pressions supplémentaires, donc les veilles sur les sites, sites internet, réseaux sociaux, le suivi, la caractérisation de la fréquentation, la veille sur les projets de microcentrales hydroélectriques. Et voilà, anticiper un peu toutes ces problématiques qui sont des pressions supplémentaires au changement climatique. Merci Cécile. Et donc Christine, à l'échelle d'autres territoires, est-ce qu'il y a eu cette réflexion spécifique liée au milieu aquatique et des mesures d'adaptation correspondantes qui auraient pu être envisagées ou déjà déclinées? Ouais, alors j'allais dire que de façon générale, de toute façon, la question de l'eau, elle est quand même assez importante pour l'ensemble des sites, hein, que ce soit la ressource disponible pour certains milieux auxquels on ne pense pas enfin, d'emblée, hein, mais c'est un enjeu qui ressort quand même souvent, hein, des DVO, que l'on travaille en milieu forestier ou en montagne, ou des choses comme ça. La question de l'eau, elle est soit en tant que ressource, soit en tant que milieu justement de vie ou présent sur le site. Sur les milieux aquatiques, je parlerais assez facilement plutôt des tourbières ou oui, enfin les tourbières ou sur les points d'eau. En fait, ça dépend un peu de la typologie, mais il y a pas mal de choses sur les tourbières, par exemple, où on peut avoir merci. On peut avoir sur les tourbières des actions qui vont viser en fait à restaurer un peu les fonctionnalités hydrauliques des sites avec le bouchage de certains drains dans les zones humides pour garder l'eau, le travail avec les acteurs du territoire qui vont ponctionner un peu la ressource en eau, qui ont eux aussi besoin de ressources en eau. Je pense aux tourbières du Morvan ou voilà, les pratiques sylvicoles autour de la tourbière ou les pratiques agricoles, le pâturage et choses comme ça, peuvent à un moment ou à un autre avoir besoin de plus de ressources d'eau, donc ponctionner plus d'eau dans les milieux. Et du coup, ben, il faut discuter avec ces acteurs-là pour voir quelles sont leurs évolutions, enfin, les évolutions de leurs pratiques qui pourraient permettre de quand même pas capter toute l'eau du territoire et en rendre un peu à la tourbière quand même, ou en tout cas en laisser suffisamment à la tourbière pour que son fonctionnement soit maintenu. Sur des sites où on va avoir je pense là, un travail avec les espaces naturels sensibles de Côte d'Or, on a beaucoup, nous, de réservoirs, en fait, hein, qui sont des réservoirs historiques qui captent les ruissellements, et qui sont pas forcément sur des cours d'eau, mais qui du coup génèrent des zones humides. Et ben oui, il va falloir vérifier un peu c'est quoi le futur des écoulements qui vont permettre de remplir ces réservoirs ou pas. Donc mener des études hydrauliques un peu supplémentaires pour comprendre un peu les fonctionnements. Ça fait partie aussi des pistes d'adaptation à mieux comprendre. Et puis garder un œil chez nous avec par exemple Voies navigables de France, puisque la plupart de nos réservoirs qui sont actuellement considérés comme des milieux humides de grand intérêt servent à alimenter le canal de Bourgogne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très territorial, hein, comme piste d'action, mais servent à alimenter le canal de Bourgogne pour la navigation fluviale. Et il va falloir un moment ou un autre aller discuter aussi avec eux, hein, sur la pertinence de certains choix qui se feront à l'avenir, quoi. Voilà à quoi je pense. Je pense voilà, vraiment sur ces côtés zones humides, hein, des actions de restauration pour garder l'eau le plus longtemps possible, négocier avec les acteurs du territoire pour garder l'eau aussi. Voilà ce genre de choses voilà, du travail à l'échelle des acteurs. Et en lien avec ce sujet-là, donc une question du Conservatoire botanique national méditerranéen, Julien Hugo, qui nous demande s'il est envisagé une méthode d'évaluation du ruissellement en lien avec, donc sur les territoires limitrophes hors réserve,
et son articulation avec d'autres politiques publiques, notamment l'aménagement du territoire, donc trame verte et bleue, SCOT, plan de reconquête agricole, etc. Ça c'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre là comme ça, hein, parce que c'est un peu, je pense, ça dépend des sites, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où, sur certains bassins versants, enfin, on a de ce type d'études qui vont se mettre en place, hein, je pense, mais voilà. Et je pense à un autre projet dans lequel Réserve naturelle de France est impliquée, mais qui concerne plutôt des zones de montagne, qui est un projet transfrontalier qui s'appelle Waterwise, et qui là travaille justement sur ces modélisations en fait, hein, alors pas que de ruissellement, mais et je suis pas très à l'aise pour en parler parce que je connais pas tout à fait le détail du projet, mais on est bien sur cette question de comment est-ce qu'on va réussir à modéliser un peu le futur de la ressource en eau de façon un peu plus, j'allais dire, un peu plus précise que ce que peuvent nous proposer des outils comme Dryas, les futurs de l'eau. Voilà, mais je peux pas en dire bien plus, mais on peut donner les liens vers ce projet-là, et ça se passe Volontiers. exclusivement dans les milieux montagnards. Parce Voilà. que la question de Julien Hugo, elle était quand même très liée au milieu périurbain, hein. Est-ce que là-dessus, il y a Oui. une réflexion qui est dans le cadre de ce projet-là ou dans le cadre de Nature Adapt? Non, question. enfin, Non. pas en périurbain, non. Moi, j'ai pas de. Ça dépasse un peu Nature Adapt et les projets qu'on peut mener. En fait, ce que j'allais dire, en tout cas, moi, la vision que je peux en avoir, ça dépasse un peu. Ça pourrait être le cas, je pense, sur certaines réserves ou certains sites qui sont proches effectivement, d'axes urbains. Pour l'instant, j'ai pas connaissance de ça. Et je ne sais pas, à l'échelle des grands territoires, parce que ça peut être un peu plus territorial, comme le parc national des Cévennes ou encore le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Je ne sais pas si ce genre de choses a été lancé ou pas. Là, j'ai pas les retours là-dessus. Alors, si Mais si jamais vous avez des informations, on est preneur. euh, Voilà. ouais. Mm, mm. Vous avez évoqué la question des bassins versants. Donc, il y a une question qui est posée, puisque au début de votre présentation, vous avez indiqué qu'il pouvait y avoir une adaptation de la méthode aux échelles territoriales. Et Mm. donc, est-ce que cette méthode pourrait s'adapter à une échelle de bassin versant, notamment pour alimenter les plans de gestion stratégiques des milieux humides qui se mettent en place à l'échelle des bassins versants par les gestionnaires de milieux aquatiques? Alors, Donc, les orientations d'usage et du PBACC qui proposent ça. Est-ce que ouais. ça peut se décliner sur cette échelle-là? Alors, en fait, là-dessus, je vais être un peu généraliste, mais la démarche Nature Adapt, elle n'a pas le côté novateur, hein, c'est de s'intéresser au compartiment patrimoine naturel par rapport à d'autres démarches d'adaptation, et puis de cibler sur les interactions justement entre le compartiment patrimoine naturel et les activités humaines ou les moyens de gestion. Ça, c'est pour nous, hein, c'est un peu la spécificité, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'avait pas du tout été traité avant qu'on lance Nature Adapt, ou en tout cas pas en France. Il y avait des démarches qui existaient. Donc en fait, une analyse de vulnérabilité, ça emprunte toujours un peu les mêmes, j'allais dire, les mêmes concepts, hein, la vulnérabilité, hein, c'est le croisement de la sensibilité au changement climatique, de l'exposition au changement climatique et des capacités d'adaptation. Donc là-dessus, voilà, pour être un peu précis là-dessus, ce que je disais, ce qu'il y a d'important, donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de méthodologies ou en tout cas de démarches d'adaptation qui peuvent être menées. Je pense notamment, là, on parle de la question des bassins versants. Faudrait aller creuser du côté alors je pense à plusieurs choses en même temps, donc je vais être confuse. Mais en fait, il faut aller chercher du côté d'un live qui s'appelait Eau et climat, je crois. Hein, je le retrouverai parce qu'on a travaillé avec eux notamment à la restitution du Life Nature Adapt, mais qui était sur justement l'élaboration d'une méthode de vulnérabilité aussi, alors sans doute applicable à l'échelle des bassins versants. Et je dirais que les agences de l'eau, hein, font leur diagnostic de vulnérabilité et leur plan d'adaptation à l'échelle de leur territoire. Ce qui manque souvent dans ces démarches-là, c'est la prise en compte du compartiment nature. Et la nature, elle peut être intégrée,
mais pas comme souvent comme une solution d'adaptation fondée sur la nature. On va dire, bah voilà, la nature, il faut la garder parce qu'elle présente une solution d'adaptation pour le territoire. Ça, les agences de l'eau s'y trompent rarement là-dessus. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est de se dire, OK, mais c'est aussi un compartiment qui est vulnérable et qui va évoluer. Donc, c'est cette interaction. Pareil, hein, quand on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature, si on plante des arbres partout, c'est bien, mais il faut d'abord se poser la question de est-ce que ils vont être adaptés à un climat, surtout sur la végétation, hein, sur des pas de temps un peu longs. Donc, c'est souvent ça qui manque. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut aller creuser du côté de l'OIE. Donc, je me note hein, de vous transmettre les liens sur le projet LIFE eau et climat. Et puis, sur peut-être quelques exemples à l'échelle des agences de l'eau. Oui, Je ne sais pas si ça répond à la question, du coup. Mais partiellement, voilà, parce qu'on aurait aimé avoir un oui et la méthode. Mais déjà, pour c'est moi, un c'est chemin. adaptable. Pour moi, c'est Mhm. adaptable, mais c'est pas adaptable. Pour moi, c'est adaptable. C'est-à-dire que, comme je disais, elle est pas. Comment je veux pas dire que c'est pas hyper innovant parce que c'est quand même voilà mon projet, mon bébé, voilà donc c'est forcément super top. Mais c'est dans le sens où il faut on peut tout à fait se l'approprier, notamment les outils, on peut se l'approprier pour d'autres, des plus grandes échelles. Il faut simplement voilà, se sentir autorisé par rapport à la démarche qui peut, dans le guide, peut donner l'impression d'être très cadré, de s'approprier ce qui peut être intéressant à l'échelle du bassin versant. Voilà, si je dois le résumer de cette façon-là. Merci beaucoup, Christine. Une question, est-ce que vous avez, alors c'est toujours pour Christine, hein, la question, est-ce que vous avez, dans le cadre de Nature Adapt, connaissance d'un parc naturel régional qui aurait été associé à la démarche d'évaluation révision de la charte avec la démarche Nature Adapt? Non, j'ai pas ça en tête. Je pense que Nature Adapt, quand dans les parcs naturels régionaux qui ont travaillé dans le cadre de Nature Adapt, hein, c'est le parc naturel régional des Tourbières du Morvan qui de toute façon avait déjà un axe changement climatique dans sa charte et qui a pu s'appuyer, à mon avis, sur les résultats de Nature Adapt à l'échelle des réserves des tourbières du Morvan sur la révision de sa charte. Le parc naturel des Ballons des Vosges, je ne sais pas comment le Nature Adapt est arrivé sur leur révision ou pas. Et peut-être du côté du parc naturel de Scarpesco, où là, il y a peut-être eu, c'est pareil, je ne sais pas comment c'était, à quel moment de la charte ils en étaient, mais ce qu'il y a de sûr, c'est sur Scarpesco, c'est qu'il était question qu'ils puissent s'appuyer sur les résultats de Nature Adapt. Donc, on veut bien les infos, Christine. Désolée de vous faire Ouais. travailler, mais, Ah ouais, non, mais non, oui, mais on est vraiment preneur de ces infos-là. Et il y en a oui. une dernière, et je pense que, bon, enfin, je ne vais pas anticiper la réponse, mais Nature Adapt est-il totalement compatible avec la gestion d'un site Natura 2000? Par exemple, les habitats et les espèces d'intérêt communautaire à préserver sont listés par la directive HFF et lors de l'élaboration du DOCOB, et elles ne permettent pas une adaptation rapide en cas de régression due au changement climatique. Donc, c'est vraiment cette histoire du temps long quand on travaille sur les espèces et les habitats et la corrélation avec Nature Adapt. Donc voilà, est-ce que ce programme-là prend en compte cette dynamique d'espèces et d'habitats? Alors, est-ce que Natura 2000 prend en compte cette dynamique? Non, a priori. Mais nous, on a travaillé avec un site Natura 2000 dans le cadre de la phase de test. Et c'est sûr il y a quelque chose là qui ne dépend pas de Natura Adapt pour le coup, hein. C'est qu'effectivement, les habitats d'intérêt communautaire qui ont prévalu, ou les habitats d'espèces hein, qui ont prévalu à la désignation d'un site, peuvent bouger assez rapidement avec le changement climatique. Et il y a un peu un petit creux à ce niveau-là, c'est-à-dire que bah, pour Natura 2000, l'objectif reste toujours le maintien en bon état et parfois ce n'est pas possible. On travaille actuellement, j'en profite hein, pour faire le pont là-dessus, hein, on travaille actuellement. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt, alors qui est déjà clos, hein, pour travailler avec 5 sites Natura 2000 sur justement les aspects, alors pas pour réussir à régler cette problématique-là
de ce qu'est Natura 2000 et des objectifs de Natura 2000 qui vont se régler à des échelles européennes ou nationales, sur lesquelles nous, on a fait des préconisations. Le LIFE Nature Adapt a fait des préconisations à l'Europe. De là à ce que ce soit pris en compte, intégré, ben, c'est plus entre nos mains, j'allais dire. Mais l'objectif de notre AMI, nous, ce sera de développer la possibilité, la concertation pour les sites Natura 2000, parce que là, pour le coup, le dialogue territorial, il devient important justement quand on va être amené à perdre ces habitats d'intérêt communautaire et qu'il va falloir arriver voilà, à le partager avec son comité, quoi, son comité Natura 2000 et les élus locaux et les acteurs locaux. Donc il y a cette partie-là, et puis je terminerai sur le fait que en fait c'est quand même une problématique que le ministère sur lequel le ministère travaille. Il y a un groupe de travail qui est en cours sur justement Natura 2000 et adaptation au changement climatique. Il y a eu un guide révisé à l'échelle de l'Europe, il y a un guide qui est en cours sur Natura 2000 et changement climatique européen. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, mais il y a des choses en cours. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est quand même sur lequel on devrait pouvoir avoir des évolutions à terme. Merci beaucoup, Christine. On arrive au terme je crois que j'ai balayé toutes les questions du chat. Il y en a une autre qui m'arrive par SMS, donc je le dis aussi. Enfin, c'est pas une question, mais c'est une information donc du SEN, et donc c'est très bien que j'ai reçu cette info parce que comme ça je peux en reparler. Il y a plusieurs acteurs qui accompagnent les gestionnaires et les acteurs du territoire sur la question du changement climatique à différents niveaux. Connaissances, accompagnement à la gestion, des méthodologies, des outils. Donc, on est plusieurs, je nous mets dans le lot. Donc, le SEN, évidemment, est un des organismes qui peut répondre à plusieurs questions. On a aussi le GREC en région, qui est un organisme ressource. Je parle de ce qui se passe chez nous, voilà, Oui, puisqu'on est dans une configuration région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La RBE, bien sûr, est positionnée sur ce sujet-là, que ce soit avec ses réseaux ou dans l'accompagnement des collectivités. Donc, on est plusieurs acteurs. La Tour du Valat, tout à fait. La Tour du Valat, j'allais les oublier. Mais oui, acteur clé de cette, à chaque fois, à la fois de la connaissance sur le changement climatique et de l'accompagnement des acteurs sur les mesures à mettre en place. Donc voilà, donc pour rappeler qu'en fait, s'il y a une question changement climatique, de toute façon, n'hésitez pas à contacter que ce soit Gunel qui va faire le mot de la fin au niveau du Rennes, ou le Seine, ou la Tour du Valat, ou le Grec. Voilà, je dois certainement en oublier d'autres, mais voilà, on est quand même plusieurs à pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Gunel? Donc, pour finir, de toute manière, ce rendez-vous, ça nous a vraiment permis en fait de parcourir cette méthodologie Nature Adapt et de en voir la traduction très concrète avec l'exemple de la réserve des Gorges du Daluis ou avec le programme Nature Adapt Sud. Donc, on voit bien que ce qui ressort, c'est que l'adaptation au changement climatique, maintenant, c'est vraiment plus une option, c'est un fil conducteur au niveau de votre gestion. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 intervenantes d'avoir été présentes et d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, pour rappel, je vais vous transmettre, bien entendu, toutes les présentations PowerPoint de ce jour, et il y aura un replay également qui sera mis à disposition sur la rubrique Rennes du site de la RBE, mais vous serez tenus au courant, et je vous enverrai également, je vous transmettrai tous les différents documents et informations qui me seront envoyés par les intervenantes qui ont été demandées pendant la journée. Je vous remercie tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci.